C'est bon. D'accord, très bien. Merci, merci Lotta pour, cette présentation. Je renouvelle, tous mes remerciements à l'Institut, Confucius de la Neoma Business School, parce que c'est un véritable plaisir pour moi de présenter, ce cycle de 4 conférences sur l'histoire de Tianjin que nous avons entamé il y a un mois et je vous remercie, chers participants, d'être toujours présents, d'être au rendez-vous, hein, pour ce troisième et avant-dernier, épisode. Donc comme Lotta l'a dit, lors de la première conférence, on avait dressé un panorama historique, de la présence, étrangère dans la ville et puis, lors de la dernière conférence, nous avons parlé d'une période, beaucoup plus courte qui correspond à la révolte, des Boxers et à ses conséquences, à Tianjin. Et aujourd'hui, pour donner, plus de chair à cette histoire, pour, essayer de l'incarner, davantage, l'angle d'approche que j'ai retenu est très différent, puisque nous allons nous intéresser à une facette plus précise, de la présence étrangère à Tianjin, à travers le parcours d'un homme, Vincent Leb, qui, a été un missionnaire belge, qui a joué un rôle religieux et politique, majeur et singulier, dans la ville de Tianjin, durant 10 ans, de 1906 à 1916. Donc comme, Lotta l'a dit, j'avais prévu, initialement de parler également de la présence, militaire, mais, compte tenu du contenu assez riche, sur Vincent Leb, sur les missionnaires en Chine, j'ai décidé de me concentrer sur ce sujet et dans 2 semaines, lors de la dernière conférence, nous pourrons aborder, quelques aspects de la présence, militaire. Alors aujourd'hui, à travers, l'expérience de Vincent Leb, hein, nous concentrons donc sur, le pan, religieux. On analysera dans cette, conférence, les caractéristiques et les spécificités, de l'implantation missionnaire à Tianjin. On évoquera, la vie de ce personnage. Alors on va se centrer plus précisément sur la période durant laquelle, il a vécu et il a exercé ses fonctions, à Tianjin. On s'appuiera sur des éléments, de sa biographie, sur, des témoignages historiques, de son séjour, dans la ville et cela nous permettra de présenter, de manière plus générale l'histoire et les principales caractéristiques, de la présence, religieuse en Chine. Alors Vincent Leb, de son nom chinois que vous pouvez voir, hein, ici, Lei Mingyuan, qui signifie, «le tonnerre qui chante au loin», est un missionnaire, belge, qui, appartenait à la congrégation des Lazaristes et qui a vécu en Chine plus de 30 ans. Il a prôné des idées, nouvelles et a montré un profond attachement pour la et pour le peuple chinois. Et son action va conduire à de grands changements, d'importantes mutations, en tout cas, au sein de la communauté missionnaire de l'époque et de manière plus générale à l'intérieur de l'Église catholique elle-même. Alors, compte tenu, de la richesse de son parcours et de ses contributions en Chine, on évoquera, hein, toute sa vie, mais on va détailler davantage, la décennie durant laquelle il a vécu à Tianjin, donc de 1906 à 1916 et on parlera plus précisément de l'influence qu'il a eue dans cette ville. Alors avant de nous intéresser à Vincent Leb, je pense qu'il est d'abord, nécessaire d'essayer de planter un peu le décor, et de donner quelques points de repère historiques sur la présence, chrétienne et notamment, des lazaristes, hein, puisque Vincent Leb faisait partie de la congrégation des lazaristes en Chine. Alors la congrégation, des lazaristes, congrégation de la mission, c'est une, société, de vie apostolique de droit pontifical qui a été fondée en 1625 par, saint Vincent de Paul, qui comprend, des prêtres, mais aussi des frères, laïcs
qui sont chargés notamment de missions dans les pays pauvres, dont la Chine. Mais leur implantation en Chine, elle est assez tardive par rapport aux autres missionnaires catholiques, puisque les premiers lazaristes sont arrivés en Chine vers la fin du XVIIe siècle. Or, on a une présence chrétienne qui est beaucoup plus ancienne en Chine. En fait, cette présence chrétienne, elle remonte au 7e siècle. Les premiers chrétiens à être arrivés en Chine sont les nestoriens. Les nestoriens, donc, qui font partie du courant qu'on appelle le nestorianisme, qui est une doctrine qui a été rejetée par l'Église catholique, parce qu'elle a été considérée comme hérétique. Elle a été promue par Nestorius, qui a été patriarche de Constantinople, et qui affirmait que en Jésus-Christ coexistaient deux personnes distinctes, humaines et divines. Or, lors du concile d'Éphèse en 431, on tranche sur cette question et on considère qu'il s'agit d'une seule personne, que Jésus-Christ est une seule personne, avec deux natures, une nature divine et une nature humaine. Donc, les nestoriens sont écartés, ils sont rejetés, mais ils vont se propager dans le monde et ils constituent une des formes les plus influentes du christianisme dans le monde durant toute la fin de l'Antiquité et au Moyen Âge, et notamment en Inde, en Chine et en Mongolie. Parce qu'on sait que dans les années 600, ils sont présents dans le centre du pays. Ils sont présents à Chang'an qui est l'actuel Xi'an, dans le Shaanxi. Et leurs activités sont d'ailleurs tolérées par les empereurs, donc l'empereur Trang Traizong et Trang Gaozong, donc son fils. Alors vous pouvez voir à droite ici une stèle nestorienne qui date de 781. Et puis en bas à gauche, vous pouvez voir une peinture murale qui date de la dynastie des Tang et qui représente les nestoriens en procession lors du dimanche des Rameaux. Donc ils continuent leurs activités jusqu'au IXe siècle, en 845. Un édit de l'empereur Trang Guzong va mettre fin à leurs activités. Bon, c'est de manière générale un édit qui met fin à l'influence de toutes les religions autres que le confucianisme et le taoïsme, puisque cet édit va aussi marquer un coup d'arrêt à l'expansion du bouddhisme. Mais donc là, on va avoir un coup d'arrêt aux activités de ces nestoriens en Chine. Ils reviennent quelques siècles plus tard, dans les années 1200, à l'occasion de la prise de pouvoir des Mongols. Et d'ailleurs, leur présence est attestée, elle est rapportée par Marco Polo, le fameux Marco Polo qui était présent en Chine de 1275 à 1291. À la même époque, un missionnaire franciscain italien qui s'appelle Jean de Montecorvino est envoyé par le pape Nicolas IV auprès de Kubilai Khan. Kubilai Khan qui est le petit-fils de Gengis Khan, celui qui a fondé la dynastie des Yuan, en mettant fin à la dynastie des Song dans le sud de la Chine. Et pourquoi est-ce que Jean de Montecorvino est envoyé par le pape? Parce que le pape pense que le grand Khan considère plutôt favorablement les chrétiens et il espère l'inviter à se convertir. Alors, il y a un objectif religieux d'évangélisation, mais il y a aussi un objectif politique. Parce que le but du pape, c'est aussi d'en faire un allié dans le contexte des croisades. Et d'ailleurs, il y avait déjà plusieurs missions qui avaient été envoyées
dans cette optique. Donc, notre Jean de Montecorvino, il arrive en Chine en 1294, mais lorsqu'il arrive, Kubilai vient de mourir. Il rencontre donc son successeur, le petit-fils, qui est Temür Khan, et il lui remet une lettre du pape qui lui demande, qui l'invite à se convertir au christianisme, ce que le Khan refuse évidemment, hein, mais il lui permet de rester en Chine et en tout cas, il ne l'empêche pas de propager sa religion. Donc Jean de Montecorvino va bâtir ce qui est considéré comme la première église de Pékin en 1299. Il est même nommé archevêque par le pape Clément V en 1308 et le pape va lui envoyer plusieurs missionnaires pour l'aider dans sa tâche évangélisatrice. Jean de Montecorvino meurt en 1328. Les activités religieuses continuent. Au milieu du XIVe siècle, on estime à environ 30 000 le nombre de chrétiens en Chine. Alors, c'est une estimation qui n'est pas forcément très fiable parce qu'elle a été faite par un envoyé du pape. Donc, on peut penser qu'il a peut-être un peu grossi les chiffres, mais en tout cas, c'est l'estimation que l'on possède à cette époque. Et la mission va continuer ses activités jusqu'à la chute de l'Empire mongol en 1368. À partir de ce moment-là, on a un changement de dynastie, c'est la dynastie des Ming, et cette nouvelle dynastie rejette toutes les religions étrangères, toutes les croyances étrangères qui ont été favorisées par les Mongols. Donc là, on a une rupture. Il faut attendre ensuite le XVIe siècle. Donc à partir du XVIe siècle, on assiste à un retour des missionnaires, notamment des franciscains et des dominicains portugais, qui en fait suivent les marins et les soldats et qui s'installent surtout dans le sud du pays. Pourquoi des Portugais? Parce que depuis le traité de Tordesillas de 1494, alors vous pouvez voir ici la version portugaise de ce traité. Eh bien, depuis ce traité donc, de 1494, le Portugal et l'Espagne ont en fait reçu le monopole de l'évangélisation dans le monde. C'est-à-dire, ils se partagent le monde, ils ont un droit de patronage des missions qui est d'ailleurs reconnu par le pape. Donc, on a l'Afrique et l'Asie qui est sous la protection du Portugal et l'Amérique sous la protection de l'Espagne. Par conséquent, c'est le Portugal qui patronne les missions évangélisatrices en Chine. Parallèlement, les jésuites commencent aussi à arriver en Chine à cette époque. Alors au début, cette présence est assez minoritaire et sporadique, mais elle s'intensifie surtout à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle et avec notamment la prise de pouvoir par la dynastie Qing. Et ensuite, on peut dire que parmi les différents ordres missionnaires, en fait, ce sont les jésuites qui vont jouer un rôle prépondérant car ils sont présents à la cour de l'empereur. On va reparler, on va détailler un petit peu ce point dans un instant. Cette influence des jésuites va cependant s'arrêter en 1773 avec la suppression de leur compagnie, la compagnie de Jésus, et un décret du 7 décembre 1783 du Vatican substitue les lazaristes aux jésuites dans les missions de Chine. Bon, il faut dire que les règles et l'action des lazaristes sont très proches de celles des jésuites, avec un accent qui est porté sur l'enseignement, sur toutes les activités d'éducation. Donc, on peut dire que les lazaristes sont les héritiers des jésuites en Chine.
Vincent Leb s'inscrit donc dans cette histoire, hein, dans ce contexte général. Il est né à Gand, en Belgique, le 19 août 1877. Il a fait ses études littéraires à Ypres et ensuite ses études ecclésiastiques à Paris et à Dax. Puis, il est reçu en 1895 au noviciat des Lazaristes. Et c'est là qu'il va prononcer les vœux de religion 2 ans plus tard, donc en 1897. Peu de temps après, il s'embarque pour la Chine. Il arrive à Shanghai le 16 mars 1901. Et la même année, hein, en octobre, il est ordonné prêtre à Pékin. Donc, il est d'abord missionnaire dans le vicariat apostolique du Zheli Nord. On va expliquer tout à l'heure, on va montrer de quoi il s'agit. Hein. Et il est nommé doyen du district de Tianjin en 1906. Alors, quel est le contexte de Tianjin, le contexte religieux de Tianjin à cette époque? En fait, l'évangélisation de Tianjin, elle est assez récente. Les chrétiens étant peu nombreux, il n'y avait pas de missionnaires à poste fixe, hein, qui étaient assignés dans cette ville. Il y avait uniquement un prêtre chinois qui exerçait la médecine et qui tenait une pharmacie. Mais en 1858, ce prêtre est arrêté, il est conduit devant les tribunaux, puis bon, finalement, il va être relâché, mais sa pharmacie est également pillée et brûlée. Arrivent ensuite les missionnaires étrangers, donc notamment en 1862, l'évêque de Pékin, qui est Joseph Martial Mouly, que vous voyez en haut à gauche. Il accompagne les filles de la charité, donc qui sont juste en dessous. Il les accompagne à Tianjin et elles fondent sur place un orphelinat, puis un hôpital pour les enfants trouvés. Alors ces sœurs, on en avait parlé lors de la première conférence, elles sont tuées en 1870 hein, lors du fameux massacre de Tianjin. De même que le père Claude-Marie Chevrier, que vous voyez à droite, qui lui avait contribué au développement des activités missionnaires, puisqu'il avait pris en charge en 1866 la paroisse qui s'était formée autour du quartier de la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires, que vous pouvez voir juste en bas. Vous vous souvenez, on en avait parlé également, il s'agit de la première église catholique de Tianjin dont la construction a été achevée en 1869 et qui a été détruite lors des événements aussi de 1870. Donc en 1867, la ville de Tianjin compte entre 200 et 300 catholiques. Alors pour préciser un petit peu comment est organisée l'administration religieuse hein, de la région, à l'époque, la région du Zheli, on a déjà parlé de cette région, hein, c'est la région nord en fait qui comprenait Pékin, Tianjin et le Hebei actuel. Cette région du Zheli, elle était sous l'autorité des lazaristes, à l'exception de Xianxian dans la région sud-est que vous voyez ici, hein, Zheli sud-est. Et bon, d'ailleurs, à Tianjin, hein, il y aura une forme de concurrence entre les lazaristes et les jésuites qui essaient de s'implanter dans la ville dès la fin des années 1860. Bon. Mais les lazaristes sont prépondérants, en tout cas dans cette région. Alors, la province, elle est divisée en 4 vicariats apostoliques. D'abord, le Zheli Nord, qu'on a évoqué, on l'appelait aussi le Zheli septentrional. Le siège épiscopal se trouvait à Pékin et Tianjin en faisait partie. Puis, il y avait également le Zheli du sud-ouest, le Zheli sud-est et le Zheli est.
Alors, en 1912, le district ecclésiastique de Tianjin va être détaché. Hein, donc, auparavant, il faisait partie du vicariat du Zheuli Nord, puis il va être détaché en 1912 de ce vicariat pour être érigé en un nouveau vicariat apostolique que l'on appelle le Zheuli maritime. Pourquoi? Pourquoi cette autonomie? Parce que en quelques années, on observe une augmentation significative du nombre de convertis. Hein. On passe d'environ 10 000 convertis en 1904 à près de 35 000 en 1913. Et cette progression, ces progrès du catholicisme dans la région doivent notamment beaucoup à l'action de Vincent Leb, qui, lors de la création de ce nouveau vicariat du Zheuli maritime en 1912, y est donc rattaché. Et compte tenu de sa contribution, du rôle qu'il a joué dans les progrès du catholicisme, le nouvel évêque, le monseigneur Dumont, le nomme vicaire général. Alors, pour comprendre la situation des missionnaires catholiques de l'époque, il faut préciser un autre point important. Depuis 1844 et notamment le traité de Rampoux, on avait parlé de ce traité. En fait, c'est le traité qui a donné aux Français les mêmes avantages que ceux obtenus par les Britanniques euh, à travers le traité de Nankin. Donc, à partir de 1844, c'est la France qui prend la place des Portugais dans le rôle de protection des missionnaires. Hein, on avait vu que jusqu'à présent, c'était la chasse gardée des Portugais, c'est eux qui avaient ce rôle de protection. Et pour les Français, c'est un enjeu qui est très important. C'est vraiment une prérogative à laquelle ils tiennent, compte tenu du retard de la France dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine commercial par rapport au Royaume-Uni. Alors, du fait de cette protection des missionnaires de toute nationalité, on parle ici des missionnaires catholiques de toute nationalité. Il ne s'agit pas seulement de la protection des missionnaires français. Donc la France, elle exerce une forme de tutelle ou on pourrait dire d'autorité politique et morale sur les missions. D'ailleurs, elle finance en partie l'activité de ces missions. Lorsque Vincent Leb s'installe en Chine en 1901, il est choqué par cette situation. C'est quelqu'un qui est très attaché à la France. On l'a dit, il a passé une partie de sa jeunesse à Paris, mais il est révolté par le comportement des puissances étrangères, notamment durant la révolte des Boxers, que l'on a évoquée il y a 15 jours. Et il va très vite prendre une certaine indépendance vis-à-vis de cette tutelle française. Il est également choqué par la situation de l'Église en Chine à cette époque, parce que c'est une Église qui est majoritairement étrangère. Au début du XXe siècle, on a environ 750 000 chrétiens dans tout le pays, avec 900 missionnaires, 40 évêques blancs et 470 prêtres chinois qui ont certaines responsabilités, mais qui restent, somme toute, extrêmement limitées. Et durant la majeure partie de sa vie, le père Leb va se battre pour donner aux membres du clergé chinois les moyens d'organiser, d'encadrer, de diriger leur propre église, leur église locale. Dans ses écrits, on trouve d'ailleurs une dénonciation de cette église qu'il trouve trop étrangère. Il parle notamment d'une anomalie funeste de supérieurs ne sachant ni parler, ni lire, ni écrire la langue du pays qu'ils sont censés évangéliser, n'ayant aucun rapport avec la masse et vivant en Chine comme s'ils n'y étaient pas. Donc lui pense que les missionnaires doivent se fondre
totalement dans la société chinoise, comme un levain dans la pâte. Alors, on le voit ici sur la photographie en haut à droite. Il est au centre avec ses élèves, hein, ses séminaristes chinois. Et puis en bas à gauche, avec des paysans chinois à Tianjin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette vision de Vincent Leb, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, c'est ce qu'on appelle l'inculturation. L'inculturation, c'est-à-dire la manière d'adapter l'évangélisation à une culture donnée en tenant compte des spécificités, des caractéristiques, hein, de cette culture. Ce concept théologique, hein, donc de l'inculturation, il trouve son origine dans l'action jésuite en Chine quelques siècles plus tôt. C'est notamment Matteo Ricci, un missionnaire jésuite italien, qui a été l'un des premiers à adopter cette approche totalement novatrice. Matteo Ricci, il est arrivé en Chine en 1582 et très vite, il comprend que pour mieux évangéliser, il faut se faire chinois parmi les Chinois, entre guillemets, hein. Et donc, il apprend le chinois, il étudie les classiques, il s'habille comme les mandarins chinois. Alors, pour la petite anecdote, au début, il s'est habillé comme les religieux bouddhistes, mais comme il s'est aperçu que ces derniers étaient plutôt mal vus par les élites cultivées, il a changé de tenue et il a choisi donc de se vêtir plutôt comme un lettré. Alors, c'est une méthode qui est totalement novatrice par rapport à celle des autres ordres missionnaires, notamment les franciscains, les dominicains, qui sont implantés en Chine depuis, depuis plusieurs siècles, hein. La plupart des franciscains et des dominicains à l'époque ne comprenaient pas la langue chinoise et ils s'appuyaient sur les marchands qui leur servaient d'interprètes. Or, dans la société chinoise, les marchands étaient plutôt mal vus, ce qui fait que ces missionnaires étaient plutôt méprisés des Chinois. Une autre différence majeure aussi des jésuites par rapport aux autres ordres missionnaires, c'est que les jésuites, ils pensent qu'il faut d'abord toucher l'élite, les mandarins, et ensuite le peuple. On commence par le haut de la pyramide pour atteindre ensuite la base. Hein, contrairement aux dominicains et aux franciscains qui, eux, tentaient d'abord de convertir le peuple. L'idée en fait de Matteo Ricci, c'était qu'en convertissant les élites, puis l'entourage de l'empereur et idéalement l'empereur lui-même, cela entraînerait une conversion massive du peuple chinois, comme ce qui s'était passé dans l'Empire romain sous Constantin. Bon, c'était une vision assez naïve, entre guillemets, parce que même si l'empereur s'était converti au christianisme, cela n'aurait pas forcément provoqué une conversion du peuple, puisque en Chine, on avait plusieurs religions qui coexistaient et l'empereur n'en imposait pas une plus qu'une autre. Donc, les jésuites échouent dans cette tentative d'évangélisation de la Chine tout entière, mais ils parviennent tout de même à gagner l'estime des empereurs. Et Matteo Ricci est notamment invité à la cour de l'empereur Wanli des Ming, hein, en 1601. Il va lui offrir deux horloges mécaniques qui vont faire naître l'intérêt, la curiosité, hein, pour ces mécanismes d'horlogerie occidentaux. Les empereurs suivants seront passionnés par ces horloges et tous ces systèmes mécaniques. Matteo Ricci, donc il reste à la cour et il obtient un statut très important parce qu'il va travailler comme conseiller au Bureau impérial d'astronomie. Et sa contribution est aussi majeure. Il contribue notamment à la réforme du calendrier chinois. On sait qu'il a aussi donné des cours de sciences à l'un des fils de l'empereur. Donc,
c'est quelqu'un qui peut être considéré comme un véritable pionnier. Un pionnier notamment aussi parce qu'il va ouvrir la voie à d'autres missionnaires jésuites, de nombreux autres missionnaires jésuites, notamment des missionnaires français qui sont envoyés par Louis XIV en 1685 à la cour de l'empereur Kangxi avec le titre de mathématicien du roi. Et ces missionnaires français vont mettre leur science, leur connaissance, leur art au service de l'empereur et ensuite de ses successeurs pour essayer de, disons, l'engager à se montrer favorable aux chrétiens. Alors, ils obtiennent des résultats sur ce plan, puisque très rapidement, en 1692, Kangxi proclame un édit de tolérance en faveur du christianisme. Ils ont ensuite une action beaucoup plus vaste que leur action religieuse d'évangélisation, qui somme toute a été assez limitée. Ils ont eu un rôle aussi politique. Bon, ils n'avaient pas le statut d'ambassadeur, mais ils étaient quand même envoyés du roi. Un rôle scientifique aussi majeur, parce qu'ils avaient des connaissances astronomiques très avancées. Donc, ils ont pu collecter beaucoup de données sur place. Un rôle commercial également, parce que en étant présents à la cour de l'empereur, ils ont pu mettre en avant les avantages commerciaux avec la France. Et puis surtout, une influence aussi culturelle, parce qu'à travers les écrits de ces jésuites, de ces missionnaires, donc des écrits où ils traduisent des ouvrages chinois, ils présentent la Chine, grâce à eux, la France et l'Europe vont découvrir, comme jamais auparavant, ce pays qui n'était alors connu qu'à travers quelques récits, alors notamment le récit de Marco Polo, mais aussi quelques ouvrages de voyageurs ou de missionnaires. Ces missionnaires ont vraiment joué un rôle prépondérant, une influence majeure. Et c'est vrai que, bon, si on met de côté toute considération religieuse, on ne peut qu'admirer le génie de ces jésuites qui étaient quand même capables, par exemple, de donner des cours de mathématiques en chinois et en mandchou à l'empereur, qui étaient capables aussi de traduire en latin des classiques chinois. Donc, oui, c'était vraiment de véritables génies. Par conséquent, Vincent Leb, il s'inscrit dans cette lignée, il suit les traces de ces missionnaires jésuites. Comme vous pouvez le voir sur ces photographies, il s'habille, il se coiffe à la chinoise, il apprend de manière très rigoureuse et approfondie le chinois, les classiques, la calligraphie. Et surtout, il va aussi adopter les deux facettes de la méthode jésuite. C'est-à-dire, donc, d'une part, le fait de s'intégrer complètement dans la société chinoise, de se fondre dans la société pour rendre l'Église plus accessible et donc plus chinoise. Et d'autre part, il reprend aussi le deuxième pan de cette méthode jésuite, c'est-à-dire le fait de s'adresser d'abord aux élites. Et c'est ce qu'il va mettre en œuvre à Tianjin. Alors, dès son arrivée, Vincent Leb va bouleverser les procédés habituels en prenant contact justement avec les élites, avec les autorités chinoises de la ville. Son objectif, qui donnera naissance à la méthode dite de Tianjin, c'est lui-même qui a appelé cette méthode la méthode de Tianjin, c'est d'abord d'abandonner la méthode de l'argent. Alors, quelle était la méthode de l'argent? Comme son nom l'indique, cette méthode consistait à attirer de nouveaux croyants par un certain nombre de cadeaux, d'incitations financières. En quelque sorte, on achetait les convertis, mais comme vous pouvez l'imaginer, cela aboutissait à des conversions peu sincères et surtout peu durables. Donc, au lieu de ces procédés qui n'étaient pas très efficaces, Vincent Leb va essayer de faire collaborer ensemble des chrétiens et des non-chrétiens
sur des actions humanitaires en impliquant justement l'élite locale. Il va jouer un rôle moteur dans l'établissement de l'Action catholique chinoise en 1912. Alors, c'est la première organisation du genre qu'ait connue la Chine. Et donc, cette organisation va être placée sous sa responsabilité. Alors, l'objectif de cette action catholique chinoise est de faire participer les laïcs aux missions de l'Église et d'organiser les fidèles pour qu'ils aident les prêtres dans leur œuvre évangélisatrice. En octobre 1914, c'est à Tianjin que se réunit le premier congrès national donc, de cette action catholique. Alors, il va y avoir des représentants de plusieurs régions qui y participent, notamment de Shanghai. Et ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est qu'il est animé non seulement par quelques missionnaires étrangers, mais aussi et surtout par des Chinois. Des Chinois, à la fois des prêtres et des laïcs. D'autre part, Vincent Leb privilégie comme moyen d'approche de la société locale les salles de conférence. Donc, vous voyez une photo ici qui le montre en pleine conférence. Et il a un véritable charisme, des qualités d'orateur qui sont reconnues de tous, y compris de ses ennemis et de ses détracteurs. On trouve dans les archives des lazaristes ce type de description. Ce qui donne de l'autorité à M. Leb en particulier, c'est qu'il est réellement très zélé et très aimablement dévoué, qu'il vit pauvrement et surtout qu'il a une éloquence vraiment extraordinaire et entraînante. On a pour lui une sorte de culte. Ses amis le regardent comme un saint. Ou encore ce commentaire: très belle intelligence, grand sinologue, entraîne son monde, avec cela modeste, bon pour ses confrères, aimant à leur rendre service. Que de qualité dans cet homme, que de bien il ferait si tout était parfaitement pondéré. Alors, vous voyez ici une petite pique qui apparaît à la fin de cette citation, qui montre que Vincent Leb n'attire pas que des admirateurs, mais aussi des détracteurs, parce que l'originalité de ses conférences est qu'il ne parle pas uniquement de religion, mais il aborde aussi des sujets politiques évoquant l'avenir du pays. Et on est à ce moment-là, dans les années 1910, dans un contexte post-révolutionnaire, après la révolution de 1911. On est dans un contexte d'effervescence, de fleurissement des idées nationalistes. Et c'est dans ce contexte que Vincent Leb va créer un quotidien catholique qui s'appelle Yi Shepao en octobre 1915, et il confie la gestion et la rédaction, l'écriture de ce journal à des collaborateurs chinois, même s'il gardera un fort ascendant tout au long de sa vie sur les dirigeants chinois du journal. Mais en tout cas, il laisse des rédacteurs et directeurs chinois prendre en charge la gestion de ce journal. Et ce journal va rencontrer très vite un grand succès. En quelques mois, il devient l'un des journaux les plus répandus dans le nord de la Chine. À la fin de sa première année de parution, il a déjà atteint 20 000 exemplaires. Et il finit de paraître durant la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il est tiré à plus de 50 000 exemplaires, ce qui est assez important pour l'époque. Et tout comme les conférences de Leb, ce quotidien catholique, il ne se limite pas aux questions religieuses. C'est ça qui est intéressant. Sur le modèle de la Croix, il traite toutes les questions d'actualité. Et très vite, il va trouver son premier combat, entre guillemets, à travers une affaire qui secoue la concession française, qui s'appelle l'affaire Laos-Crève. Alors, nous avons brièvement évoqué cette affaire
lors de la première conférence pour illustrer les difficultés rencontrées par les Français à étendre leurs concessions. Donc pour rappel, Laos Krai, c'est le nom d'un territoire qui est situé ici, hein, à l'ouest de la concession française, dans lequel les Français cherchent à s'étendre depuis le début du XXe siècle. Et au début des années 1910, les missionnaires, donc la mission du Joli maritime, achètent des terrains dans ce territoire et construisent une nouvelle cathédrale, qui est la cathédrale Saint-Joseph, que vous pouvez voir ici. Ils établissent aussi la résidence épiscopale, des séminaires qui se trouvaient auparavant à côté de l'autre cathédrale, hein, Notre-Dame des Victoires, qu'on a évoquée précédemment. Donc là, ces activités sont transférées à Laos Krai en juin 1914. Et les Français profitent de l'installation des missionnaires pour s'établir dans le quartier. Alors, ils vont notamment installer un poste de police, construire des infrastructures. Le consul de France, Henri Bourgeois, se rend même sur le terrain, accompagné de gendarmes, et il y plante des piquets aux couleurs françaises pour s'approprier, délimiter le territoire. À ce moment-là, il y a un officier de police chinois qui proteste, et il lui répond Je m'empare de ce terrain pour protéger la mission catholique. Alors l'officier chinois lui répond Mais il y a dans le reste de la ville, hein, un petit peu partout dans le reste de la ville, des établissements catholiques, notamment la fameuse cathédrale Notre-Dame des Victoires, hein, qui se trouve au nord de la ville chinoise, hein, dont on avait parlé. Et le consul lui répond Si j'avais assez de soldats, je m'y installerais aussi. Donc, on voit bien, hein, là encore, cette fameuse protection des missionnaires qui est parfois utilisée comme un prétexte, hein, pour des objectifs politiques et territoriaux. Alors, les tensions montent jusqu'à l'expulsion sur ordre du consul de France de 9 policiers chinois de ce quartier en octobre 1916. Et c'est cet événement qui déclenche la fameuse affaire Laos Krai, qui va être marquée donc, par un mouvement d'opposition de grande ampleur, avec des grèves, des boycottages qui sont menés dans la concession française, dans la ville de Tianjin et même dans le pays tout entier. Alors, Vincent Leb, malgré son statut de missionnaire et la solidarité de fait qu'il est censé témoigner vis-à-vis des Français, s'oppose immédiatement à la volonté de ces derniers d'annexer le quartier de Laos Krai. Avant même que n'éclatent ces incidents, le père Leb fait part de sa désapprobation, notamment à travers le journal Ishepa. Ce journal, hein, le journal Ishepa, va d'ailleurs devenir l'un des fers de lance de la contestation, dans la mesure où il offre le rapport quotidien et précis des événements. Il rapporte aussi les nombreuses actions qui sont menées contre les Français. Alors, le ton est souvent très virulent, hein, vis-à-vis des Français, dont on dénonce le comportement démesuré et irraisonnable. Alors, vous voyez ici cette caricature qui date de novembre 1916. Vous voyez une grenouille sur laquelle il est indiqué Fa pour Farguo, donc la France. La France est donc cette grenouille qui bave devant un signe qui porte le nom du quartier de Laos Krai. Donc, pour dénoncer évidemment ces prétentions démesurées de la France. Dès le début de l'affaire, pour tenter de ramener la paix, Vincent Leb va également écrire au ministre de France à Pékin. Dans sa lettre, il fait un parallèle avec la Première Guerre mondiale, qui est alors en cours, hein, on est en 1916, et un parallèle notamment avec l'invasion de la Belgique par l'Allemagne en 1914. Il dit notamment que le drapeau français couvre
une agression de la force contre le droit et que, comme en Europe, la France doit jouer son rôle de protectrice du droit et des faibles et elle doit respecter, l'équité. Bon, cette initiative, vous pouvez l'imaginer, est extrêmement mal perçue par le ministre de France, par, également le consul de France, à Tianjin qui tente, de lui imposer le silence. Mais Vincent Leb, ne cède pas, face à ces pressions et il continue à défendre le point de vue chinois. Dans une lettre qu'il adresse à son évêque, hein, Monseigneur Dumont, il justifie sa position de cette manière. Hein, il dit Vous avez fixé, Monseigneur, la neutralité pour ligne de conduite et nous l'imposez à tous, sans l'ombre d'esprit de révolte. Je crois fermement en conscience cette neutralité insoutenable. Je crois que nous devons à nos chrétiens le dernier refuge du droit, celui où la parole de justice n'a jamais peur de se faire entendre. En l'espèce, ce devoir est rendu plus strict. Premièrement, par le fait que nous sommes la cause involontaire, mais cause quand même de ce mal, que le consul a profité du fait de notre établissement et dans le courant de la discussion, particulièrement lors du mesurage de la terre, a pris comme excuse la protection de la mission. Comment pouvons-nous ne pas protester publiquement et bien haut? Deuxièmement, parce que du fait de notre nationalité, l'opinion est déjà portée à nous considérer comme faisant cause commune avec nos compatriotes contre la Chine. Alors, ce soutien est considéré par les autorités ecclésiastiques et par les Français comme une forme de trahison. On trouve dans les archives, hein, notamment ces mots du consul de France, Henri Bourgeois, qui le qualifie de missionnaire indiscipliné, ce qui est d'ailleurs très révélateur de l'obéissance, hein, et de la soumission qui était attendue de l'Église en échange de la protection française. D'ailleurs, côté de ces statistiques, l'affaire a un retentissement parce qu'elle révèle en fait profonde de Vincent Leb, qui est qualifié même dans certains documents de débit, une unanimité au sein de l'Église, notamment hein, son mode d'évangélisation qui est adapté à la réalité chinoise. Pour certains de ses confrères, il est assez dangereux parce qu'il a plus de pouvoir et dépendance au clergé. Excusez-moi, Fleur, Oui, on vous entend très mal là depuis une minute, ça coupe pas mal. Donc, je ne sais pas si ça va se remettre tout seul, mais c'est vrai c'est plutôt haché. alors sinon, est-ce que je peux essayer de me déconnecter, de me reconnecter? Oui, oui, on peut faire ça aussi. Si ça ne dérange Alors, personne, une petite minute d'attente. oui, ça fera une pause. Ok, Je connecte. d'accord. Bon, ça fait une petite pause pour aller se faire un petit café ou boire un verre d'eau. Ça y est, la voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Très bien, c'est bien mieux. Alors, attendez, je vais vous C'est mieux? mettre. Bon, très bien. C'est bon? Ah bah oui, vous avez pu remettre directement le. Oui, j'ai pu partager, j'ai D'accord. pu partager mon écran. Bon, ben on reste comme ça alors. Alors, le son était mauvais Oui, ça depuis une faisait des minute, vous m'avez petits, dit, comme c'est des ça? petits clic, 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 comme ça, et c'était haché.
D'accord, d'accord. Alors, bon, je parlais en tout cas des oppositions vis-à-vis de la méthode d'évangélisation de Vincent Leb, à la fois de la part du consul, mais aussi de ses autorités ecclésiastiques. Alors, on trouve par exemple ce type de commentaire dans les archives. Le lébisme est révolutionnaire, surtout parce qu'il est réactionnaire et réveille et surexcite les anciens instincts chauvinistes et anti-étrangers qui commençaient à sommeiller et à disparaître. Là encore, c'est intéressant de faire un retour quelques siècles en arrière, parce que, ces querelles entre missionnaires, en Chine, elles ne sont pas nouvelles. Elles font écho à une querelle qui est bien connue, qu'on a appelée, la querelle des rites, qui a opposé, plusieurs ordres missionnaires, en particulier, les dominicains et les franciscains, d'un côté, et de l'autre, les jésuites. Donc, comme on l'a déjà mentionné, Vincent Leb, il s'inspire de la méthode d'inculturation des jésuites. Or, comme les jésuites rencontrent un certain succès à la cour impériale, hein, qu'on a évoqué, ils suscitent une certaine jalousie de la part des autres ordres missionnaires, notamment des ordres mendiants, donc les franciscains et les dominicains, qui les accusent d'être devenus un peu trop chinois, d'être trop tolérants vis-à-vis des pratiques chinoises, parce que les jésuites pensent qu'il faut adapter le catholicisme à ces pratiques. Par exemple, ils ont obtenu en 1615 l'emploi du chinois classique pour les prières, pour célébrer la messe et les sacrements. Ils sont aussi, donc les jésuites, pour le maintien des honneurs rendus aux ancêtres et à Confucius. Or, pour les dominicains et les franciscains, les rites chinois sont totalement incompatibles avec le catholicisme. Et donc, quand des Chinois se convertissent au catholicisme, ils doivent abandonner toutes ces pratiques et ces rites traditionnels. La contestation va devenir telle que c'est finalement le pape Clément XI, qui tranche à deux reprises, en 1704 et en 1715, en condamnant ces pratiques comme idolâtres. Donc, il prend le parti des dominicains et des franciscains. Vous imaginez bien que cette décision est extrêmement mal prise, mal considérée par l'empereur Kangxi, qui considère ce débat comme une forme d'ingérence, une contestation de son pouvoir, et cela va aboutir en 1721 à la révocation de l'édit de tolérance de 1692 que l'on a mentionné précédemment. Et il fait interdire la prédication chrétienne ensuite dans tout l'Empire, ce qui va rester le cas sous les règnes de ses successeurs, hein, de son fils Yongzheng et de son petit-fils Qianlong. Donc cet édit va continuer à être appliqué avec des phases de persécution. Alors seuls quelques jésuites vont parvenir à garder leur fonction à la cour impériale grâce à leur expertise scientifique et artistique. Mais bon, vous voyez à quel point les missionnaires, par leur querelle interne, se sont en quelque sorte tiré une balle dans le pied, hein, puisque cela entrave grandement l'activité évangélisatrice en Chine. Mais on voit, hein, à travers déjà cette querelle des rites, un débat entre le maintien d'un catholicisme authentique, entre guillemets, catholicisme romain, et l'adaptation du catholicisme aux spécificités locales, donc un catholicisme plus chinois. Et c'est en quelque sorte cette querelle qui va se trouver réactivée par l'action de Vincent Leb à Tianjin. Alors comme il devient l'un des symboles de l'opposition à la France dans le cadre de l'affaire Laos-Israël, il demande à son évêque de l'écarter provisoirement de Tianjin. Et vous voyez, il écrit à Monseigneur Dumont: «Je ne voudrais pour rien au monde commettre un acte de révolte et je ne puis accepter de suivre cette neutralité. La seule façon de me tirer de ce cas de conscience serait de donner ma démission, quoi qu'il m'en coûte. Aussi, je vous demande bien humblement de vouloir bien me changer, au moins temporairement, de Tianjin,
Cet orage passera et si vous le jugez bon, vous pourrez me rappeler. Vous pourrez par là satisfaire aussi au ressentiment du ministre et du consul. Ce sera justice puisque devant Dieu, vous estimez ce ressentiment vérité. Alors l'évêque saisit l'occasion que Vincent Leb lui tend et cet éloignement provisoire devient définitif, hein, puisque Vincent Leb quitte Tianjin dès juin 1916 et il y restera indésirable jusqu'à sa mort, même quand en 1927 il va obtenir la nationalité chinoise au titre de citoyen de Tianjin. Mais la rancune est particulièrement tenace, comme l'atteste cette remarque acerbe, hein, de grâce, faites tout pour que ne revienne jamais en Chine ce fauteur d'indiscipline et de chauvinisme sectaire, comme les jeunes Chinois ont su habilement utiliser sa soif de popularité et ses rares qualités de tribun. Plusieurs prêtres chinois et européens sont également éloignés de Tianjin, mais bon, la situation met un petit peu du temps à s'apaiser parce que le départ de Vincent Leb va entraîner de vives protestations de la part de la société chinoise, mais aussi au sein de ses confrères qui le soutiennent. L'un d'entre eux, par exemple, le père Morel, écrit « Je ne serais pas étonné que le jour où il rentrera à Tianjin ne soit pour lui un vrai triomphe, car tous les Chinois le considèrent comme martyr de la cause chinoise. » D'autre part, l'un de ses plus fervents soutiens est Antoine Cotta, qui est un missionnaire lazariste égyptien, un ami de jeunesse de Vincent Leb. Ils se sont rencontrés au séminaire lazariste à Paris. Et lui est arrivé un petit peu plus tard que Vincent Leb. Il est arrivé en 1906 en Chine. Il est également affecté à Tianjin et il suit la même ligne que Vincent Leb. C'est-à-dire, vous voyez, sur ces photos, donc il est à droite sur la photo à gauche ici sur la photo en bas, et puis au centre avec Vincent Leb sur la photo de droite. Donc comme Vincent Leb, pour lui, il faut se fondre dans la société chinoise et il défend aussi l'idée d'une religion plus chinoise, avec un clergé chinois et notamment des évêques chinois. Donc, Antoine Cotta, il est un peu moins connu que Vincent Leb, il s'expose moins, mais il lui apporte un soutien très ferme. Et lors de son départ, il va s'adresser notamment au supérieur lazariste de Paris, il va s'adresser aussi au Vatican pour essayer de plaider la cause de Vincent Leb, et de manière plus générale aussi pour défendre la question d'une église vraiment chinoise, non seulement par ses ecclésiastiques, mais aussi par sa mentalité, par ses méthodes d'action. Alors, Antoine Cotta, lui, il va quitter Tianjin en 1919, puis il quitte la Chine définitivement, il rejoint la France et il terminera sa vie aux États-Unis. Quant à Vincent Leb, son action ne se termine pas après son départ de Tianjin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé ensuite, dans la continuité de toute cette méthode et de cette action qu'il avait prônée à Tianjin. Alors d'abord, après son départ de Tianjin, il est envoyé dans un poste très reculé, toujours dans le même diocèse, puis il est envoyé beaucoup plus loin, il est envoyé dans le sud de la Chine, dans la province du Zhejiang. Et pour lui, c'est un véritable déchirement parce qu'il avait toutes ses marques dans le nord du pays, mais bon, il parvient quand même à dépasser cette difficulté grâce à ce projet ambitieux qu'il conserve concernant l'épiscopat chinois. Il pense que c'est vraiment la priorité de l'Église, l'avenir de l'Église, de constituer un épiscopat proprement chinois. Et il va notamment aider Antoine Cotta, son ami Antoine Cotta, dans la rédaction d'un mémoire qui est adressé à Rome en février 1917. Et dans ce texte, il demande la nomination d'évêques chinois
Il demande aussi l'adaptation de l'Église aux spécificités culturelles chinoises. Ce document va constituer une source, une inspiration pour la rédaction de la grande encyclique missionnaire Maximum Illud du pape Benoît XV en 1919. Et dans cette lettre apostolique, le pape prône une meilleure formation du clergé local et il insiste sur le rôle essentiel de ce clergé local. Il qualifie d'ailleurs le clergé local de plus grand espoir des églises nouvelles. Vincent Leb, en 1920, donc après un séjour d'environ 3 ans dans le sud de la Chine, il rentre en Europe et il va rester en Europe durant 7 ans. Et durant ces 7 années, il va participer notamment à l'accueil d'étudiants chinois qui viennent donc, séjourner en Europe. En parallèle, il continue toujours à œuvrer pour l'instauration d'un épiscopat chinois, ce qui est vraiment son grand combat. Et ces démarches finissent par aboutir puisque le 28 octobre 1926, le pape Pie XI institue les 6 premiers évêques chinois. Il les consacre lui-même à la basilique Saint-Pierre de Rome. D'ailleurs, Vincent Leb assiste à cette cérémonie, qui est pour lui une sorte de victoire, hein, entre guillemets. Suite à cette victoire, le père Leb rentre en Chine en 1927, hein, et c'est là qu'il va finir sa vie. En 1927, il acquiert la nationalité chinoise et il fonde en 1928 la congrégation des moines apôtres, qu'on appelle les petits frères de Saint Jean-Baptiste, et également la congrégation des petites sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on appelle les Thérésiennes. Donc là, il n'est pas rentré à Tianjin, hein, il se trouve à Anguo, hein, dans le diocèse du Hebei. Il joue également, dans les dernières années de sa vie, un rôle très important durant la guerre sino-japonaise. Alors, il est du côté des nationalistes et il suit les troupes en soignant les blessés. Il est fait prisonnier par les communistes en 1940 et c'est Chiang Kai-shek que l'on voit sur la photo à gauche ici, vous voyez, avec Vincent Leb qui se trouve à droite. Donc Chiang Kai-shek va intervenir directement pour le faire libérer, mais Vincent Leb meurt peu de temps après sa libération, donc le 24 juin 1940 à Chongqing. En conclusion, quelques mots sur la mémoire du personnage. Alors, c'est quelqu'un qui reste assez connu en Chine continentale, notamment à Tianjin. Moi, j'ai pu le constater lors d'un entretien que j'ai eu avec un diacre retraité de Tianjin, alors qu'il ne l'a pas connu, mais pour qui le souvenir de l'action du père Leb était particulièrement vivace. Il est également connu à Taïwan, où il est le seul Européen dont la mémoire soit honorée dans le sanctuaire national des martyrs de la Révolution. Et d'ailleurs, en 1988, c'est à Taïwan que la cause de sa béatification a été ouverte. En Europe, c'est surtout en Belgique que l'on trouve le plus de documentation sur lui. Il y a un grand nombre d'archives qui sont conservées au centre qui porte son nom, hein, le centre Vincent Leb de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. On trouve également quelques documents sur lui que j'ai pu consulter aux archives de la congrégation de la mission lazariste à Paris. Enfin, il y a un documentaire qui a été réalisé, alors c'était à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, qui retrace les principales étapes de sa vie, que vous pouvez d'ailleurs visionner sur YouTube si vous souhaitez en savoir plus sur ce personnage.
En tout cas, bon, du fait de son influence à Tianjin et de son discours précurseur sur la religion et la politique, on peut dire que Vincent Leb est un personnage vraiment atypique, hein, et dont le parcours hors du commun mérite d'être davantage connu. C'est pourquoi j'ai tenu à lui consacrer cette conférence aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je peux à présent y répondre.